Alors, bonjour tout le monde. Bonne heure de dîner à tous. Je me présente Dominique Villeneuve, je suis la PDG de l'A2C et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la conférence Quel avenir dans un monde sans cookies? Alors, je serai évidemment entourée d'experts, d'agences membres et un annonceur aujourd'hui. Alors, évidemment, la fin des cookies tiers est annoncée depuis déjà longtemps, mais continue d'alimenter les discussions sur les différentes options qui seront disponibles pour les annonceurs. Les préoccupations plus présentes sur la protection de la vie privée et aussi le renforcement législatif en la matière s'ajoutent aux préoccupations et aux paramètres à prendre en considération. Bref, l'objectif de cette conférence est d'en discuter, de discuter de cet avenir et d'un point de vue agence média et d'annonceurs. Un autre événement suivra en 2022 pour continuer les échanges parce qu'on le sait, ce n'est que le début. Et avant de passer au panel pour évidemment creuser la question avec Julie Carbone, Thierry Lessard, Alexandre Simard et Arthur Sylvestre, je laisse la parole à Simon Caillé de l'agence Dialecta qui viendra démystifier le rôle des cookies et parlera des différentes alternatives. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne conférence et à très bientôt. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Donc, au niveau de l'ordre du jour, on va avoir 4 points aujourd'hui. On va d'abord commencer par la petite histoire du cookie, de où on part, qu'est-ce qu'un cookie, puis vers où on s'en va. On va rappeler un peu quels sont les enjeux et les impacts du coup de cette disparition au final du cookie tiers d'ici 2023. On va aborder quelques solutions technologiques et on viendra sur un résumé de la situation, qu'on soit agence, annonceur ou éditeur. Si on remonte dans la petite histoire du cookie, premièrement, tout simplement un cookie c'est quoi? Donc ici, on fait un petit rappel sur ce que c'est qu'un cookie. C'est tout simplement un fichier texte qui va enregistrer des données et les stocker dans le navigateur. Donc c'est par exemple toutes les navigations sur un site web, les données vont être stockées et envoyées sur le navigateur. Donc ces informations-là vont pouvoir être utilisées par la suite. Au niveau de l'inventeur du cookie, il faut savoir que le cookie a été inventé en 1993 par Lou Montulli, donc c'est un employé chez Netscape, vous avez sa photo ici, et à la base le cookie c'était tout simplement de permettre au site web de reconnaître qui les visite. Alors, cette information était strictement confidentielle, elle n'était pas partagée à d'autres, et c'était vraiment dans un but uniquement pour le site web de savoir en final quel type de visiteurs, puis quelles sont les pages qu'ils vont consulter, qu'est-ce qu'ils vont faire sur le site web. Par la suite, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux types de cookies qui vont se créer. Donc, il y a le cookie à la base dans la philosophie de Lou Montelli, donc c'était le first party cookie, donc c'était un cookie interne uniquement pour le site web et le visiteur. Et vous avez les third party cookies, donc c'est vraiment ces cookies-là qui sont problématiques aujourd'hui, où il y a beaucoup de polémiques, on y reviendra sur leur utilisation. Pourquoi? Tout simplement parce que ces cookies permettent plusieurs choses. Un cookie tiers, c'est ce qui va permettre aux annonceurs, puis aux différentes plateformes, de pister les utilisateurs à travers différents sites. C'est ce qui va également permettre de faire tout ce qui est action marketing de reciblage, donc tout ce qui est remarketing. Donc par exemple, je visite un site web et je vais voir les publicités sur Facebook. Typiquement, c'est grâce au cookie tiers qu'on va pouvoir faire ça. Aussi, les cookies tiers permettent également de segmenter puis de qualifier l'audience, donc vraiment de les regrouper, puis d'identifier des profils uniques. C'est pour ça que souvent, on va avoir des publicités de reciblage qui vont être très pertinentes et que les utilisateurs vont vraiment savoir. On a tous eu cette expérience-là, par exemple sur des achats de billets d'avion ou autres, d'être ciblés en permanence, des fois pendant très longtemps après l'achat, avec de la publicité. Donc, le cookie tiers, c'est ce type de cookie qui pose problème et la législation a embarqué là-dedans, on va y revenir. Et donc, c'est cette partie-là qui va disparaître d'ici 2023. On a fait ici une petite chronologie pour justement montrer la croissance à travers le temps, puis justement le déclin, en tout cas le désamour des cookies au fil du temps. En 94, comme je le disais, c'était la création du cookie.
Dès 95, il faut savoir qu'il y avait une association américaine qui révélait déjà, qui alertait déjà sur le danger potentiel du cookie sur la vie privée. Donc, vous voyez, c'est pas un sujet qui est nouveau. Simplement, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur ces dernières années. En 96, vous avez le lancement de DoubleClick, qui est donc la plateforme programmatique maintenant, ce qui s'appelle DV360, qui permet justement d'exploiter les cookies tiers à travers différentes audiences pour la publicité. De 96 à 2006, il n'y a pas grand-chose qui se passe, si ce n'est qu'en 2006, Apple va lancer l'iPhone et avec ce lancement, en fait, d'autres données vont être exploitées, notamment tout ce qui est identifiant des cellulaires, qui vont là aussi être exploités, par exemple, pour faire du geofencing ou autre à travers plusieurs tactiques marketing. Donc, on a encore des données qui se rajoutent, qui sont exploitées par les annonceurs. Après ça, en 2007, on a le rachat de DoubleClick par Google pour 3,1 milliards de dollars. Donc ça, c'est tout simplement pour vous montrer l'enjeu puis le poids économique de l'exploitation des cookies. Et puis, vous avez en 2018, statistique intéressante, donc selon eMarketer, 86% des investissements publicitaires numériques au Canada se font en programmatique, ce qui représente environ 4 milliards de dollars. Il faut savoir que ce montant est relativement stable depuis 2018. Donc cette part d'investissement publicitaire est relativement stable depuis 2018, mais c'est aussi l'année où le désamour commence à s'exprimer, puis le déclin des cookies commence à se faire. Première chose, ça vient de l'Europe, c'est l'initiative de l'Europe, on en a tous entendu parler, ça nous a tous déjà impacté, c'est l'entrée en vigueur de la loi RGPD ou GDPR, qui oblige dans le fond les différents sites web à informer l'utilisateur que de la donnée est collectée sur sa navigation. Puis, on demande en fait le consentement de l'utilisateur pour collecter ces données. Donc ça, c'est la première étape. En 2020, vous avez Apple, là aussi on en a beaucoup parlé, qui lance l'App Tracking Transparency avec iOS 14. Donc là, ça va beaucoup plus loin vu que tous ceux qui ont un iPhone, par exemple, à chaque fois qu'ils vont lancer une application, on va leur demander s'ils acceptent de partager leur position, de partager les données avec l'application. Et on va y revenir, c'est vraiment un enjeu, notamment qui a affecté beaucoup Facebook. Donc on voit que là, il y a déjà un premier blocage qui se fait sur beaucoup d'utilisateurs et qui ne cesse de croître. En 2021, cette année, il faut savoir qu'au Québec, la loi 64 a été adoptée. Donc c'est un déploiement qui va être progressif sur 3 ans, qui est relativement similaire. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'inclut cette loi-là, mais elle est très similaire à ce qui se fait en Europe dans le fond. Puis dès septembre 2022, il faudra que chaque entreprise ait par exemple un responsable des données personnelles. Par défaut, ça sera le dirigeant de l'entreprise qui sera responsable du management des différentes données personnelles. Et on va voir que en septembre 2023 ou septembre 2024, il va y avoir encore plus d'enjeux en lien avec l'exploitation des données, vu que les entreprises devront lorsqu'un utilisateur demande, par exemple, d'extraire les données qui sont collectées sur lui ou de supprimer les données qui sont collectées sur lui-même, les entreprises seront tenues de le faire. Donc, vous voyez, ça va être vraiment des impacts qui vont être très importants au fil du temps. Pourquoi 2023 est une date très importante? C'est tout simplement parce que Google va bloquer les cookies tiers dans Chrome. Ça devait être cette année, ça a été repoussé d'1 an. Il faut savoir que Chrome représente 65% de part de marché en termes des navigateurs. Donc c'est sûr qu'à partir de janvier 2023, quand ça sera en application, autant vous dire que tout ce qui est Pixel, Facebook ou autre, ça va devenir très compliqué. Donc on va pouvoir regarder un peu les solutions qui vont être faites. Donc, en résumé, la situation en 2023, si on n'est pas préparé, c'est un peu cette image. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de conséquences qui vont découler en fait de la fin de ces cookies tiers. Quelque chose qui est très intéressant, on va regarder cette vidéo. La confidentialité des données devient aussi un enjeu de marque. Ici, on va voir une publicité. Bon, évidemment, je parlais déjà de Apple avec l'iPhone. Vous allez voir que maintenant, pour acquérir des consommateurs, des marques vont se positionner. Et donc, on va voir que l'enjeu, c'est pas juste les cookies, c'est aussi toute l'exploitation des données personnelles. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo et puis on va regarder ça un petit peu après. Et voilà.
Voici vos dépenses du mois dernier. Avec ça, vous vous gratterez moins. Can I have a taste of your ice cream? Can I lick the crumbs from your table? Can you hear those people behind me? No, mind your own business. Why don't you mind your own business? Donc vous voyez, Apple a clairement pris position sur l'enjeu de la confidentialité des données. Puis vous voyez ici, dernière statistique intéressante, Et voilà. selon Fleury Analytics, 85% des utilisateurs d'iOS refusent le pistage publicitaire dans le monde. Donc ça va être quelque chose qui va avoir un très fort impact. On va revenir sur les enjeux et aussi sur les impacts, qu'on soit agence, annonceur ou éditeur. Au niveau des enjeux, donc plus qu'un problème avec le cookie, on voit que c'est vraiment un changement majeur sur un besoin qui est beaucoup plus large. Donc, on a vu la position d'Apple sur la confidentialité des données. Ben là, en fait, le besoin, il est 1, de favoriser la transparence, 2, de rehausser le niveau de confidentialité des données, puis 3, de rehausser la responsabilité des entreprises dans l'utilisation des données personnelles. Donc, par exemple, si on a une entreprise qui est victime de fuite de données, elle devra communiquer, avertir les clients et aussi les organisations gouvernementales. Donc, par exemple, au Québec, on a la commission de l'accès à l'information. Donc, les entreprises seront responsables de toute utilisation malsaine des données personnelles de leurs clients. On arrive au niveau des impacts. Donc, une fois qu'on a établi un peu le constat, ce qu'on va voir, c'est qu'en termes, au niveau des agences, par exemple, il va falloir qu'on trouve des alternatives à tout ce qui est audience third party dans les plateformes programmatiques, dans les différentes DSP. Alors, il y avait des audiences qui étaient disponibles, qui sont disponibles dans ces plateformes. Par exemple, je pense aux audiences Bluesky ou autres. C'est des audiences qui sont déjà relativement nébuleuses. On ne sait pas forcément comment elles sont collectées. Est-ce qu'elles sont qualitatives? Est-ce que les utilisateurs ont consenti à ce que ces données soient utilisées à travers ces audiences-là? Donc là, très clairement, ça va être très compliqué de continuer à les utiliser en 2023. Autre impact, c'est au niveau du reciblage. Donc le reciblage qui est vraiment basé sur l'utilisation des cookies, notamment par exemple sur Facebook ou autre, il va falloir revoir toutes ces stratégies-là puis trouver des alternatives. Et enfin, au niveau de la mesure, donc là, tout ce qui est efficacité des campagnes, l'attribution, c'est déjà un sujet en soi, même avant la fin des cookies. On regardait est-ce qu'on est sur du last click, est-ce qu'on est sur du linéaire, etc., etc. Mais avec la fin des cookies, ça va être encore plus difficile de parler d'attribution, étant donné qu'on ne pourra pas mesurer précisément si la personne décide de refuser que ces données soient collectées dans les différentes tactiques médias qui vont être employées, ça va être compliqué de s'attribuer les différentes conversions sur les campagnes. Au niveau des annonceurs, là, il y a certaines conséquences qui sont pareilles. Donc, par exemple, tout ce qui est personnalisation des campagnes. Donc, le remarketing, j'en ai déjà parlé. Donc, effectivement, ça va impacter les annonceurs. Aussi, les annonceurs vont devoir composer avec des données moins spécifiques, moins ciblées, étant donné qu'on va être sur des audiences plus larges. On pourra mieux identifier les différents utilisateurs. La stratégie omnicanal, même conséquence que pour les agences. Comment mieux mesurer ces campagnes? Et puis enfin, le consentement, là, il va falloir s'assurer que les entreprises sont en conformité avec les différentes règles légales. Puis nous, notre conseil, c'est vraiment d'être en conformité avec les règles légales les plus strictes, parce que on voit que oui, en Europe, au Québec ou aux États-Unis, c'est relativement similaire, mais les sanctions sont pas pareilles. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de plafond qui est prévu au niveau des amendes. Simplement, c'est une sanction par utilisateur qui va porter plainte. Donc forcément, s'il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de clients qui vont se plaindre, ça peut monter très très haut, contrairement au Québec ou à l'Europe, où là, vous avez des plafonds forfaitaires qui peuvent s'appliquer. Au niveau des éditeurs, il y a un risque, c'est de perdre beaucoup de données qui vont être collectées sur leur site web. Donc, le consentement va être très, très, très important pour eux, pour continuer d'exploiter les données, puis pour continuer d'exploiter leur audience aussi. Et puis, il y a aussi une étude qui montre que le revenu publicitaire en programmatique risque de baisser de 52% au profit des walled garden. Donc les walled garden, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement les écosystèmes fermés qui possèdent beaucoup de first party data. On l'a vu en introduction, la fin des cookies, c'est surtout les cookies tiers, ça ne concerne pas tout ce qui est first party data. Et donc, toutes les entreprises qui ont beaucoup de données first party, elles
elles ne sont pas impactées. Donc, par exemple, Google en a énormément, Amazon aussi. Donc, on voit que ils vont être favorisés par ce changement. Troisième partie, des solutions technologiques. Donc, première solution, c'est déjà au niveau annonceur, ça va être par exemple de migrer le plus rapidement possible vers Google Analytics 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, la version actuelle de Universal Analytics, c'est un cookie. Donc déjà, contrairement à Google Analytics 4, qui lui va être basé sur du machine learning, de l'intelligence artificielle, il faut savoir aussi que les métriques vont être pas les mêmes. Par exemple, sur Universal Analytics, on va plus avoir de taux de rebond. Sur Google Analytics 4, on va parler de taux d'engagement. Donc, il y a beaucoup de formations aussi qui viennent avec ça parce que les métriques vont changer. Donc, pour un annonceur, ça va être important qu'il puisse toujours avoir de la donnée accessible, puis qu'il puisse mesurer son trafic, ses visiteurs, etc. Autre solution, toujours portée par Google, donc c'est la Privacy Sandbox. Donc, l'image un peu rapide qu'on peut avoir de la Privacy Sandbox, c'est tout simplement une espèce de boîte noire dans laquelle vous avez plusieurs bras de robot. Un des outils ou un des bras du robot, ça va être la technologie Flock. Flock, qu'est-ce que c'est? Ça va être une solution qui va proposer de classer les utilisateurs à travers le navigateur dans des cohortes en fonction des intérêts qui vont être créés par Google. Par exemple, je visite un site pour faire du magasinage de chaussures. Je vais être classé par Google comme étant un utilisateur qui a un intérêt pour les chaussures. Donc, c'est vraiment Google qui va me classer dans une cohorte. Puis, en fait, cette cohorte-là va être partagée avec un éditeur, par exemple. Donc, l'éditeur va venir avec ses cohortes également de son côté. Et là, en fait, pour pouvoir annoncer sur le site de l'éditeur, il va y avoir tout simplement un matching, un match de cohortes qui va se faire entre les cohortes de l'annonceur, enfin les cohortes qui vont être créées par Google, qui vont venir de l'annonceur, et les cohortes du publisher. Donc ça, c'est la première technologie. La deuxième technologie de la Privacy Sandbox, c'est Fledge. Fledge, c'est une solution d'exploitation de données first party data. Donc là, en fait, c'est pour pallier à l'absence de remarketing. On a vu que le reciblage allait être vraiment un enjeu avec la fin des cookies. Donc en fait, Google, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que toutes les données de l'utilisateur vont toujours être stockées dans le navigateur et Google va le rattacher à un groupe d'intérêt, mais un groupe d'intérêt interne. Ce groupe d'intérêt, ça va être à peu près l'équivalent d'une liste de remarketing comme on a en ce moment. Et en fait, l'annonceur va pouvoir recibler non pas un individu en fonction de sa navigation, mais ce groupe. Donc du coup, ça va être plus anonyme, ça sera pas, on pourra moins bien identifier la personne et ça va être plus global. Timeline, donc la Privacy Sandbox, comme vous le voyez, son déploiement, c'est Q4 2022, début 2023. Là, vous voyez, il y a également pour tout ce qui est mesure des campagnes de performance, je vous ai mis aussi tout ce qui est API d'attribution et de mesure. On ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est assez technique, mais sachez qu'il y a aussi tout un volet attribution pour mesurer les conversions qui va se mettre en place avec Google pour s'assurer qu'on puisse toujours mesurer les conversions. Je vous ai parlé des solutions technologiques de Google. Là, maintenant, je vais vous parler de la solution technologique de Facebook. Évidemment, Facebook est un peu plus impacté que Google par la fin des cookies tiers parce que le pixel Facebook, qui est utilisé sur tous les sites web, donnait beaucoup de data à Facebook. Donc, en fait, la solution que propose Facebook, c'est l'API, le Facebook API Conversion API. Donc, en fait, ici, ce qui se passe, c'est que Facebook va essayer pour faire simple, va essayer de transformer de la third party data en first party data. Donc, comment il fait ça? C'est tout simplement que l'API va s'installer côté client, sur le serveur. Donc, il ne va pas passer via le pixel et le navigateur du site web, mais via une API qui est installée sur le serveur du client. Ainsi, toutes les informations vont être collectées dans le serveur, qui lui, après, va renvoyer les informations à Facebook, à la plateforme publicitaire de Facebook. Comme ça, ce sont de la donnée first party et non pas de la donnée third party. Donc là, il y a des enjeux qui viennent avec ça. C'est les enjeux d'intégration, parce que c'est sûr que là, il va falloir faire appel aux équipes techniques, au développement, au TI, pour pouvoir le faire. Puis le deuxième enjeu, c'est les coûts, notamment en lien avec l'hébergement et autres, qui vont fortement augmenter pour les annonceurs.
Autre solution, donc là on a parlé de Google, de Facebook, là maintenant on va parler d'une solution qui est vraiment globale, qui est le Customer Data Platform ou la plateforme de données client. Qu'est-ce que c'est? La plateforme de données client, ça va être une plateforme qui va permettre d'unifier et d'agréger toutes les données first party d'un annonceur ou d'un éditeur pour pouvoir les exploiter par la suite. Ici, je vous ai mis une image qui permet d'identifier les différentes sources de data. Donc, on va avoir des données, par exemple, qui peuvent provenir d'un CRM, donc tout ce qui est base de données client, des données qui viennent également de la navigation du site web, donc tout ce qui est analytics, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir intégrer plein de sources de données. Donc, on voit que c'est beaucoup plus puissant qu'un CRM qui ne contient que les données, la base de données client ou autre. Là, vous aurez aussi des données sur l'interaction avec votre marque. Puis, en fait, toutes ces sources de données-là vont être intégrées dans la plateforme qui va permettre de transformer la donnée, unifier la donnée, nettoyer un peu la donnée, créer des segments d'utilisateurs et aussi anonymiser la donnée. Donc, ce qu'on va voir, c'est la notion de clean room qu'on va voir juste après. Une fois que la plateforme va faire le match et le ménage de toutes ces sources de données, on va pouvoir les utiliser en médias. Je vous ai mis ici quelques solutions qui existent, soit de Epsilon, Google ou MediaRhythmix, mais il y a plein de CDP qui existent et ça va être un enjeu. Il va falloir absolument que les annonceurs installent cette plateforme avant janvier 2023. Petit focus sur la Clean Room. Donc la Clean Room, en fait, c'est vraiment la fonction dans la CDP, mais il faut savoir qu'une Clean Room peut également se magasiner seule. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir la plateforme, le Customer Data Platform. Vous pouvez également avoir uniquement une Clean Room si vous voulez. Ce n'est pas forcément ce qu'on va vous recommander parce qu'on voit que ça rentre dans un cadre beaucoup plus large. Mais une Clean Room, c'est vraiment l'environnement qui va permettre à l'annonceur de transmettre des données anonymisées, donc comme les courriels ou les adresses IP, pour pouvoir faire des campagnes médias. Par exemple, ici dans l'image, vous voyez que l'annonceur pourra fournir de la donnée. Donc, ça serait par exemple la partie A. L'éditeur pourra fournir également sa donnée dans la partie B à l'intérieur d'une clean room. La clean room, c'est ce qui va permettre de décrypter toutes ces données-là qui vont être encryptées, puis après d'être réutilisées pour faire des tactiques médias ou du placement, etc., etc. Donc, vous voyez que la clean room va vraiment être cruciale dans la relation entre les annonceurs et les éditeurs. Il y a plusieurs solutions qui existent. Évidemment, Google et Amazon ont sorti leur plateforme. Vous avez également Optable qui est au Québec, qui permet également de faire ça. Donc, ça va être très important de configurer puis d'avoir sa clean room également. Donc, si on fait un petit recap, ce qu'on voit, c'est que en termes de conséquences, on en a 3 majeures. La première, c'est que les écosystèmes fermés qui ont beaucoup de données first party seront avantagés. Donc, je ne sais plus qui me disait, mais à la fin, c'est toujours Google qui gagne souvent. Et effectivement, les plateformes qui vont avoir beaucoup de données first party vont être très avantagées par rapport aux autres. Ensuite, il y a un enjeu, souvent là c'est plus du côté annonceur, c'est vraiment que les équipes marketing et de développement devront vraiment collaborer davantage ensemble. Parce que si il faut installer des API, etc. au sein même des serveurs, ça a beaucoup d'enjeux à la fois de formation, d'accompagnement entre les différents départements. Et puis, autre conséquence, c'est qu'il y a des nouveaux joueurs qui ne vendaient pas leurs données, qui ne se rendaient pas forcément compte qu'ils étaient assis sur une mine d'or parce qu'ils avaient beaucoup de données first party, qui vont apparaître et qui vont voir en fait la valeur de leurs données, puis ça a déjà commencé. Je peux vous montrer ici un exemple avec Loblaws. Donc, vous le savez, c'est une épicerie qui vient d'acheter iReturn, donc un ad serveur, et à travers Loblaws Media, ils vont pouvoir monétiser leurs données. Il faut savoir que Loblaws, à travers les programmes de fidélité comme PC Optimum ou autres, et a beaucoup de données first party qui va pouvoir être utilisées par la suite. Donc, si on fait une conclusion par rapport à cette présentation, donc d'abord au niveau agence. La fin des cookies tiers, c'est un peu un retour aux fondamentaux pour nous. C'est-à-dire que vraiment, on va refaire du ciblage contextuel. On va être moins basé sur les différentes audiences des plateformes. Donc, c'est vraiment un retour aux fondamentaux à ce niveau-là. Aussi, au niveau des plans médias et dans les tactiques dans les plans médias, on va voir qu'il va y avoir plus de fragmentation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grosse audience dans une plateforme programmatique, on va vraiment aller à la source des données pour s'assurer qu'on ait des données first party et qu'on peut les utiliser. Donc, par exemple, comme les données d'épicerie, par exemple.
Au niveau du reciblage, on va faire plus du reciblage de cohortes, donc de groupes, plutôt que d'individus uniques. Donc là aussi, ça va être une des conséquences. Autre conséquence, c'est la créativité média qui sera très importante. Pourquoi? Parce que comme l'affichage pourra être un peu plus large, il va falloir vraiment viser la qualité plus que la quantité d'impressions. Et puis enfin, 2 opportunités pour les agences, peut-être devenir l'intermédiaire entre les annonceurs, les fournisseurs de clean room et les éditeurs, parce que par exemple, si mettons chaque éditeur a une clean room différente, ça va faire beaucoup de gestion à faire pour s'assurer que tous les matchs se font ensemble. Ou bien, autre opportunité, c'est carrément de configurer les CDP pour les clients, donc les Customer Data Platform, ou les différentes API à installer côté serveur. Au niveau des annonceurs, comme on l'a dit, la first party data n'est pas impactée, donc il faut absolument en avoir un maximum. Donc vraiment augmenter la first party data pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir créer des audiences similaires, ça va être hyper important. Migrer vers GA4 rapidement, ça c'est la première étape dans le fond à mettre en place. Ensuite, ça va être de magasiner, prospecter, centraliser les données dans une clean room et dans une CDP, donc vraiment configurer tout ça à l'interne. L'aspect légal, ça c'est voilà, avoir un délégué responsable des données personnelles, ça c'est plus par rapport à la législation, mais par défaut, comme je vous le disais, c'est le dirigeant des différentes entreprises qui va l'être. Également, autre point, c'est les modèles d'attribution. Donc là, comme on l'a vu, ça va être compliqué de vraiment s'assurer que chaque tactique a fait une conversion. Donc peut-être voir en fait à travers des tests incrémentaux si on n'a pas un lift entre les personnes exposées puis les personnes non exposées. Ça sera peut-être une nouvelle, ça existe déjà là, mais en tout cas une autre méthode pour mesurer la performance des campagnes. Puis autre point aussi, peut-être aussi inciter les utilisateurs à accepter la collecte de données. On voit qu'en ce moment sur iOS, il y a beaucoup de gens qui refusent. Peut-être que pour les sites transactionnels, c'est hyper important. Pourquoi pas avec un rabais, par exemple, d'inciter finalement les utilisateurs à accepter tout simplement la collecte de data. Et puis enfin, pour conclure, au niveau des éditeurs, donc c'est relativement similaire à ce qu'on peut retrouver côté annonceur. C'est sûr que acquérir de la donnée first party va être super important. Pousser au login et généraliser l'authentification. Là aussi, c'est une manière de collecter de la donnée, notamment les courriels, parce que l'acquisition de courriels est un enjeu. Favoriser la fidélité des utilisateurs, avoir une clean room, une CDP également, et on retrouve la même chose, avoir un délégué responsable des données personnelles. Donc vous voyez, qu'on soit agence, annonceur ou éditeur, il y a énormément de travail, mais en même temps, c'est aussi beaucoup d'opportunités pour tout le monde. Donc on va pouvoir passer, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer au panel avec Julie. Bonjour! Dans le fond, je suis bien heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Julie Carbone, je suis vice-présidente chez Starcom. Je suis bien accompagnée de Thierry Lessard, superviseur stratégie des canaux intégrés chez Cartier, Arthur Sylvestre, directeur médias numériques et e-commerce médias, et Alexandre Simard, vice-président adjoint, excuse-moi, j'ai fait une petite traduction, chez Omnicom Media Group. Merci aussi à Simon, je pense que c'était une présentation excellente. On a couvert beaucoup de sujets, les impacts, les solutions, etc. Je crois que j'aimerais commencer tout d'abord par Arthur, étant donné que tu es le seul annonceur ici. J'aimerais savoir, toi, de ta perspective, comment tu vois cette transition-là vers un univers sans cookies. Je suis consciente que chez Danone, la majorité de vos revenus provient du offline, donc des épiceries. Je serais quand même curieuse de savoir comment tu vois ça. Je sais que on parle peut-être l'an prochain, 2023, mais d'avoir ta perspective. Non, c'est une super bonne question. Puis tu l'as très bien dit, je trouve que Simon a vraiment fait une super présentation, hyper complète, mais en même temps assez simple à comprendre et assez actionnable pour les agences ou les annonceurs. Alors tu l'as dit, même si chez Danone, il y a une grande partie qui provient du offline, on fait beaucoup de publicité numérique, c'est la grande majorité de nos investissements médias, c'est du numérique. Puis un peu, comme tout le monde au cours des dernières années, on s'est vachement reposé sur les cookies tiers, la programmatique, etc., qui sont hyper importants pour nous. Cela dit, ma perspective, j'ai 2 types de perspectives. Je pense que philosophiquement, il n'y a personne qui peut être contre le mouvement dans lequel on est aujourd'hui.
Il n'y a personne qui va dire qu'il veut moins de transparence ou qui veut moins de protection des données. Je pense que c'est hyper important. Puis on a vu les dérives que ça pouvait avoir. Alors philosophiquement, je trouve que c'est hyper positif. Professionnellement, c'est beaucoup de travail. C'est clair qu'on a du travail. Vous le savez mieux que personne, vous avez des agences numériques. Chez nous aussi, on a un travail immense à effectuer là-dessus. Selon moi, il y a vraiment 3 axes principaux sur lesquels on doit se focuser aujourd'hui quand on est des annonceurs. On doit revenir à de l'intelligence contextuelle dans l'advertising. Je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis de côté, mais qui a énormément de valeur. Nous, on est vachement là-dedans chez Danone, puis ça fonctionne hyper bien. C'est aussi bête que mettre des pubs de food sur des sites de recettes, bah, ça marche parce que on est au bon endroit, au bon moment, avec le bon message. Alors, c'est bien. La deuxième partie, tu l'as touché un peu, Simon, à la fin de ta présentation. Ça va être hyper important pour les annonceurs d'aller développer des partenariats qui ont vraiment de la valeur parce qu'ils sont pertinents pour les 2 parties. Tu parles de Loblaws avec Loblaw Media, il y a Walmart, il y a Metro, il y a Sobeys, bien sûr, pour nous en tout cas. Puis je pense que ça va être à chacun des annonceurs, selon leur catégorie, d'aller trouver les bons partenaires. Puis le troisième point qui est hyper important, qui a vraiment été mis de côté parce qu'il demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Ben aujourd'hui, désolé pour tous mes collègues annonceurs, mais on n'a plus le choix d'avoir une hygiène digitale exemplaire, d'avoir des moyens de collecter de la first party, puis au final de les activer grâce à nos partenaires d'agence X ou Y. Donc c'est ça ma perspective, en résumé, hyper positive, je pense, pour l'industrie, mais beaucoup de travail. C'est ça qui fait que nos jobs sont le fun. Puis avez-vous déjà entamé des discussions d'un point de vue mondial, d'un point de vue local chez Danone? Et si oui, c'était quoi vos premières étapes? Ben, il y en a beaucoup. Hein. On a de la chance d'être dans un grand groupe. Ouais. Alors, il y a beaucoup de pays qui ont bougé parfois plus tôt, parfois plus tard. On a aussi une équipe centrale média qui est vraiment excellente en France et puis qui nous aide là-dedans vachement. Mais c'est clair que les prochaines années, puis on a eu une année de sursis, alors on en profite. Mais il va falloir tester, apprendre, optimiser, puis se mettre en place. Encore une fois, Simon, tu l'as vachement bien décrit dans ta présentation. Mais c'est ça les prochaines étapes pour nous. Il n'y a plus une seule campagne média aujourd'hui qui n'a pas un élément de test pour nous, pour voir comment on va pouvoir s'organiser et sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour bâtir l'avenir. Parce que si on ne fait pas les tests maintenant, arrivera 2024, puis on va perdre en efficacité. Si on perd en efficacité, on perd en business et on a des problèmes. En effet, j'ai vu récemment aussi dans le domaine financier, il y a eu les géants bancaires. Chez nous, il y a TD, j'ai aussi vu Chase Bank qui ont commencé à complètement modifier leurs infrastructures IT. De mémoire, je crois que Thierry, tu travailles bien étroitement avec le Fonds de solidarité FTQ. Oui. J'aimerais savoir, dans le fond, c'est quoi l'approche que vous avez déjà prise avec eux, étant donné qu'il y a beaucoup de données, je ne vais pas dire à risque, là, mais quand même, il faut quand même s'occuper. Écoute bien ça. J'écoute ça. On l'a fait, c'est sûr que le Fonds de solidarité, puis pour mettre en contexte, c'est une institution financière qui est une solution d'épargne locale, grosso modo. C'est des investissements qui sont majoritairement faits au Québec, fait qu'on peut épargner avec le REER, le CELI, le FER notamment. Puis ce qui est complexe avec ce parcours-là, c'est que c'est évidemment pas des t-shirts qu'on vend. Fait que c'est pas juste de relancer dans le panier d'achat. Fait que c'est de construire une relation à long terme. Fait que depuis à peu près 2018-2019, ce qu'on a fait avec le fonds, c'est de créer une stratégie qui nous permet de bâtir des cohortes, justement, puis de les relancer, puis de les voir évoluer. Fait qu'en 2018-2019, on avait fait comme plusieurs, je pense que c'est 250 parcours utilisateurs qui nous permettaient de qualifier les audiences, puis de les amener à bon port selon leur implication progressive dans le funnel. Donc, certains diront que c'est un funnel que je viens d'expliquer en d'autres mots. C'est bon, vous avez raison. Puis avec ça, ce qu'on avait fait évoluer depuis, c'est d'essayer d'aller chercher de la first party data. Donc ça, je dirais que c'est le premier bout qui est enclenché depuis un certain bout. On disait qu'on va les relancer, puis créer de la valeur avec du first party data. Ce qu'on fait depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, c'est qu'on essaie de travailler, de juste changer, il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais on essaie grosso modo de changer notre state of mind au lieu d'aller dans le caractère déterministe de la donnée. Tu sais, ça fait depuis tout le temps, depuis 1996 que Google a lancé DV.
On essaie toujours de relancer l'utilisateur, puis c'est une relation qui est one-to-one, puis on se dit, ah ouais, on va le relancer, on va finir par convertir, on va l'avoir à l'usure. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on change depuis déjà 2 ans notre mindset vers pas du déterminisme, mais de l'inférence statistique. OK. Puis on essaie vraiment de bâtir des modèles puis de tirer des constats qui sont un petit peu plus globaux. Ça sonne bête, là, c'est un peu comme ce qu'Arthur disait, finalement, de revenir un peu aux sources, c'est de dire, Ouais. on teste des choses, on bâtit un modèle, on essaie d'étirer le funnel puis de créer plein de micro-conversions, des consultations d'articles, des inscriptions à l'infolette, peu importe. Là. Et après ça, ben, ça nous permet un peu de s'outiller. C'est un peu comme si tu entres dans une maison du jour au lendemain puis je te dis demain, ça se pourrait que je ferme les lumières, il faut que tu puisses te retrouver. Ben là, c'est que tu as les lumières allumées pour l'instant. Fait essaie de repérer, de trouver tes repères. Puis quand il n'y aura plus de cookies, ben, on va mieux s'en sortir. Ça, c'est ce qu'on a fait depuis 2 ans. Puis la prochaine année, nous, notre vision qui est plus quartier, là, qu'on essaie de voir avec nos partenaires, c'est de bâtir une vision sur les cohortes et les audiences. Au lieu de se fier sur les DMP publicitaires des partenaires puis de dire « Ah, Facebook qualifie ces données puis on va les utiliser comme eux nous disent de les utiliser », c'est d'essayer de se doter d'outils de dashboarding, de solutions BI pour essayer de voir est-ce qu'on peut toutes les classifier puis les voir évoluer d'un point de vue quantitatif. Est-ce qu'il y a des audiences qui perdent, le first party, le third party, qu'est-ce qui perd, qu'est-ce qui croît, puis le qualitatif de ça, c'est quoi les meilleures performances qu'on a. OK, ben, très intéressant. Ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. Là, dans le fond, on parle vraiment beaucoup des données des clients, la perspective des annonceurs. Je pense que c'est important aussi de parler d'un point de vue consommateur. Tu crois qu'est-ce qui va arriver d'un point de vue UX, on va dire, sur les sites web ou la fréquence des créatifs? On n'en parle pas beaucoup, là, mais je pense que ça serait intéressant d'avoir votre perspective. Vous Thierry, t'es dans le feu, donc je te laisse continuer. Je trouve ça toujours drôle parce qu'on n'en parle jamais du consommateur dans nos discussions de cookies, parce que c'est comme les grands publishers, les grands acteurs du monde, Facebook, Google, etc., parlent toujours de leur perspective, puis ils ont quand même un bon poids, on entend beaucoup. Mais au final, tout ça est fait pour le consommateur et sa privacy. Puis au final, la question que moi je me pose, c'est est-ce que le consommateur puis tout le monde finalement est bien outillé pour savoir c'est quoi les répercussions vraiment que ça a sur leur vie? Puis l'exemple que je donne toujours, c'est que moi, la donnée, oui, quand tu opt-out puis que tu t'enlèves de ton partage de données, tu vas plus être suivi. Puis après ça, je me dis, ben cool, je suis plus suivi. Puis là, on l'a vu dans la publicité d'Apple qui était comme excessivement exagérée. Ce que ça a comme impact négatif, un peu aussi, c'est que moi, Thierry Lessard, ça se pourrait que je sois reciblé comme 98 fois par journée par des publicités de Divocop, même si ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir ce type de publicité-là. Puis au final, ben ça, c'est un impact qui est négatif. Là-dedans, il y en a 2. Le ciblage contextuel, le ciblage de tes intérêts, puis l'autre volet, c'est le volet de fréquence qu'on ne pourra plus vraiment suivre. Fait que d'un point de vue de UX, c'est un peu comme poche. Oui. Voilà. En effet. Puis je pense d'un point de vue encore plus macro, je pense qu'en tant qu'industrie, on doit plus que juste collecter les consentements des consommateurs. Là. Je pense qu'il y a toute une philosophie à adopter, à vraiment avoir s'intégrer plus vers du data mining, de la data gouvernance, de la data rétention, avoir plus comme une tech responsable, une technologie responsable. Fait que là, je prends une autre je ne vais pas dire tangente là, parce que c'est encore en lien, mais dans le fond, la technologie responsable va quand même avoir un impact au niveau légal, au niveau marketing et aussi au niveau des ressources humaines. On l'a vu dans les dernières années, là, les agences, on a comme bâti des équipes de data science où est-ce qu'on fait l'implémentation des données. Je pense que ça serait intéressant de parler un peu le rôle de l'agence ou le rôle des IT, le rôle des annonceurs à travers toute cette transformation-là. Alex, étant donné que tu n'as pas encore parlé, je pense que ça serait intéressant d'avoir de perspective. Yes. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Parlons des RH, Julie, si tu veux bien. Fameux sujet. Oui, mais effectivement, ma réponse serait en 3 volets, je te dirais. On va recommencer par revoir un peu ce qui s'est passé dans le passé, justement, pour un peu voir ce qui va arriver bientôt. Si tu te souviens, Julie, ça ne fait pas très longtemps qu'il y a des catégories de data dans les concours médias. Ça fait quelques années. Donc, puis là, c'est arrivé. Puis c'est un peu un signe que l'industrie a atteint un niveau de maturité sur des expertises qui étaient un peu nouvelles auparavant. Ça fait pas si longtemps que la relève, le prix de la relève qu'on donne au Québec, nous, peut être donné à un profil qui est un peu
atypique, qui n'est pas quelqu'un qui était dans un parcours pour devenir un stratège. Donc, maintenant, on donne ça à des analystes de données, à des gens qui font de la recherche. Je trouve ça super parce que c'est des gens qui travaillaient dans l'ombre auparavant puis qui n'avaient pas vraiment une façon de se voir évoluer. Puis aussi, ça attire des gens dans l'industrie. Ceci dit, c'est des profils qui existaient depuis longtemps dans nos agences. Fait que c'est un peu un signe que les temps ont changé puis l'industrie est prête à revoir ces nouveaux profils-là. Si on regarde finalement l'évolution qui s'en vient, comment est-ce qu'on peut l'entrevoir, bien, je pense que ça va arriver un peu de la même façon. Vous l'avez mentionné, là, les agences bougent vite. On a des offres de services qu'on déploie rapidement. Par contre, c'est vraiment les clients qui vont dicter à quelle rapidité, je te regarde Arthur, à quelle rapidité l'industrie dans son ensemble va pouvoir embarquer aussi dans ce mouvement-là. Donc, tu mentionnais, Julie, dans ton intro, on a déjà des gens qui font la taxonomie, qui travaillent sur la gouvernance des données, qui sont en consultation pour aider nos clients à choisir les meilleures plateformes. Ça existe déjà. Mais ce n'est pas encore déployé à son plein essor, je pense. Donc, si tu veux mon avis, je crois que d'ici 2 à 5 ans, d'après moi, le volet consultatif des agences devrait être aussi important, sinon plus, que le volet opérationnel. C'est mon avis. Une autre façon de répondre à ça, si on regarde le futur, c'est, je vais plugger l'agence PhD qui fait partie du réseau. Ils ont sorti un livre récemment qui s'appelle Shift, qui parle justement des changements dans l'industrie, vraiment comment est-ce qu'on peut redéfinir les façons de travailler. Il y a justement un chapitre sur la relation agence-client, mais aussi les postes, le volet RH de ta question, là, qui sont les postes d'avenir en médias. Puis, bon, il y en avait une quinzaine qui étaient cités, il y en a quelques-uns. Tu parlais aussi dans ton intro de le commerce de détail, qui est un peu un vecteur de donc le retail media, qui vient un peu défaire les façons de travailler, le média et le commerce, qui sont pas mal fusionnés ces temps-ci. Donc, il y a des postes comme des spécialistes pour entraîner les AI à des modules de conversation, finalement, où tu vas intégrer l'élément commercial à la conversation. Pareil pour la vidéo. Tant au niveau technique qu'au niveau carrément intégration d'un produit dans un tournage. Donc, différents types d'expertise qui vont être sollicités, techniques et relationnelles, je te dirais, pour amener le vidéo à son plein potentiel pour le commerce. Aussi, bien, le volet, on l'a mentionné plusieurs fois, mais le volet consultatif, donc des gens qui sont capables d'aider nos clients à orchestrer leur écosystème de données, donc l'intégration des données offline, online, le CRM. Ça prend une vision de tout ce processus-là, puis c'est pas inné, c'est pas nécessairement dans la culture non plus des entreprises, donc ça prend un peu d'aide externe pour venir optimiser le tout. Il y a même, on voit peut-être une formule d'agence qui serait un peu agency as a platform, donc on donnerait accès à des outils qui sont la propriété d'une agence, soit donc du channel planning, tu sais, des outils que certains clients qui ont intégré des notions médias chez eux n'ont peut-être pas. Mais c'est une façon de garder une relation avec les agences où on donne un peu des outils, on donne des conseils, de la formation, mais finalement, c'est autogéré chez les clients. Puis, bien, finalement, le volet client, justement, on voit qu'il y a des nouveaux rôles qui se créent parce que, mon avis, c'est qu'une plus grande part du succès du déploiement va venir de l'implication des clients. Donc, ils ont une plus grande part à jouer. Il y a un camion qui recule, désolé. Et donc, avec ça vient un peu la restructuration des équipes. Il faut un peu revoir la façon qu'on fonctionne. Les nouveaux postes qui sont hybrides. Nous, on commence à voir des gens de marketing, des gens de médias carrément dans les équipes de finance chez nos clients. C'est drôle parce que ça amène un point de vue, un retour sur investissement, d'investir dans des projets médias qui n'étaient pas nécessairement acquis là, chez nos clients auparavant. Ou Simon l'a mentionné aussi en intro, des gens de TI dans les équipes marketing pour avoir plus d'agilité, pour intégrer les solutions. Donc, vraiment, ces volets-là hybrides qui n'existaient pas, je pense que c'est un peu le futur du travail. Donc, puis peut-être la relation agence-client, ben c'est plus une relation de partenaire qui va peut-être durer plus longtemps. Peut-être que les mandats vont être plus longs à voir, mais clairement une symbiose qui va se créer avec des postes hybrides comme ça. Bon. Très bon point. Je ne sais pas si Arthur, tu aimerais donner ta perspective aussi d'un point de vue annonceur. Comment tu vois ça? Je suis vraiment d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a un élément qui va aussi être nécessaire pour la plupart des business dans un futur assez proche, c'est que développement d'une relation en one-to-one avec ses consommateurs finaux, pas uniquement avec ses clients pour nous par exemple, même si on
on est bien sûr très proche et partenaire des Walmart, des Loblaws, etc. Ben, on a envie de se rapprocher de nos consommateurs finaux d'une manière réelle et tangible parce que ça va être une source de données pour nous quand, bien sûr, ce partage de données-là va être consenti, dont on aura besoin parce qu'on n'aura plus accès au reste. Donc ça, c'est hyper important pour nous et des projets comme de la vente directe aux consommateurs, on va être obligé d'arriver là, même si c'est pas forcément rentable et même si ça aura pas forcément le scale d'un Walmart ou d'un Loblaws, mais ça sera une source de données pour nous, une source de data et c'est là où sera la valeur de cette discipline-là, pas forcément dans le chiffre d'affaires qu'on en fera, mais plutôt dans les informations qu'on sera capable de récupérer. Puis pour rejoindre ce que tu disais, c'est hyper important d'intégrer ça à l'interne pour nous, pour avoir l'expertise, même si on s'appuiera toujours sur nos partenaires médias, data, IT, etc. Parce que vous êtes en général meilleurs que nous, puis vous avez un point de vue différent qui est hyper intéressant. Mais on n'a pas le choix. Mais experts, des vrais experts. Puis on a toujours des meilleurs outputs quand il y a différents avis dans la salle. Donc ça, c'est hyper important aussi, je pense, pour beaucoup d'annonceurs, pour beaucoup de business. Je pense que ça va être intéressant aussi la portion mesurabilité, puis aussi la rentabilité. C'est sûr que là, ça change un peu la donne, la façon qu'on va être capable de mesurer l'impact, à quel point les clients ou les annonceurs sont rentables. Je pense je ne veux pas non plus ouvrir une boîte de Pandore, mais tout ce qui est attribution, puis là, peut-être ça devient un jargon un petit peu trop média, mais je sais qu'il nous reste un peu de temps avant qu'on passe aux questions. Je me demande comment on va être capable, dans le fond, j'ai déjà ma réponse, là, mais entre nous, comment on va être capable d'adapter nos modèles d'attribution par rapport à tout ce qui se passe en 2022, 2023. Je ne sais pas qui aimerait se lancer. Ben, moi, j'ai une réponse qui est plus, je vais toujours dire, qui est plus globale, là, dans le sens où, puis je reviens à mon point de tantôt. L'idée, c'est de le voir, c'est vraiment un changement de paradigme dans la façon, je pense, qu'on voit la donnée, parce qu'avant ça, on pouvait se baser vraiment sur une donnée qui, puis on pas encore, là, mais éventuellement on ne pourra plus, se baser sur une donnée qui est pleinement ou presque pleinement accurate. Ouais. D'ailleurs, je profite pour faire une parenthèse que je ne comprends pas pourquoi dans l'industrie il n'y a pas assez de statisticiens, mais c'est une autre chose. En effet. Qu'est-ce qui est statistiquement valide et non. Puis au final, je pense qu'on passe de ce modèle-là à un modèle où il faut accepter que tout ce temps, on se basait sur une proportion de données qui était à la base même pas 100%, qui était peut-être un 80, un 70, un 60. On arrive à un 20%, ça demeure quand même valide. Il faut juste travailler avec des biais, puis poser des hypothèses, puis les valider. C'est pour ça que dans notre perspective, chez Cartier, on essaie de le voir en élargissant le funnel, mais tu finis par tirer des conclusions qui sont plus précises juste par le nombre d'occurrences. Puis voilà, c'est ma perception de tout ça. Voilà, ben, moi j'ai un point de vue sur la question, alors après je ne sais pas si tout le monde le partage. Je trouve que parfois dans le monde du digital des dernières années, les annonceurs, les agences, parfois on surintellectualise énormément de choses et à ton point, il faut parfois un peu regarder ce qui est statistiquement legit ou pas. Puis parfois on passe des années entières à discuter d'un KPI qui au final n'est pas finalement si important que ça, alors qu'en fait toute l'évolution du monde, de tout ce qu'on vient de discuter, va, j'espère, inviter les annonceurs et les agences à se focuser vraiment sur l'essentiel, ce qui est important, peut-être regarder un peu moins de choses en volume, mais un peu plus de choses qui ont vraiment de la valeur. En tout cas, c'est ce que j'espère. Clairement, il y a une réponse technique. Simon a donné des exemples un peu en intro, puis je trouvais que c'était parfait. Mais je rejoins aussi mes collègues là-dessus sur le fait que peu importe l'élément technique que tu vas amener, ça prend un changement d'approche. L'attribution valorise un peu trop la récence, donc des éléments de temps, de qu'est-ce qui est dans le parcours, plutôt que l'influence. Il faut voir ces éléments-là. On retombe dans les mêmes patterns. On a trouvé une solution pour l'attribution, parfait, on continue à faire comme avant. C'est pas l'approche à suivre. C'est ça. Coupe la télé, c'est ça. La télé. Moi, j'ai aussi un dernier point là-dessus, là, puis je serais curieux de vous entendre si on a quelques minutes. Tu me permets? On a quelques minutes, après on va rentrer dans les questions. On improvise. On improvise.
La dernière chose que je me dis, c'est on parle toujours de cookie apocalypse et tout. Moi, j'ai l'impression que, si on regarde les acteurs dans le marché, mettons, qui sont contre le cookie apocalypse, puis ceux qui sont pour, donc un Google, un Apple versus un Facebook, mettons. Ce que je trouve intéressant, c'est que d'un côté, tu as vraiment un joueur qui est Facebook qui a juste aucun appareil, qui a aucun hardware, qui produit pas de matériel. Puis de l'autre côté, tu as rassemblé Apple, Google, même un Samsung là-dedans, qui vendent de la bébelle. Ouais. Puis tu dis au final, c'est comme un changement de paradigme là-dedans de dire, est-ce que c'est pas juste les joueurs qui sont capables, qui se disent, hey, pourquoi est-ce que je donne la donnée à mon compétiteur qui n'a pas de hardware quand c'est ma bébelle? Ouais. Puis je vais être curieux de voir, moi je pense pas que la donnée va mourir, je pense qu'elle va se revoir, je pense qu'elle va se développer différemment, mais qui va plus être device-based plus que browser ou software-based. Je pense que ça va être genre des wall gardens on steroids, là, un peu. Là. Ouais. Je pense qu'on a un peu de temps. Dans le fond, on a plusieurs questions. Je regarde. Peut-être on peut commencer par Gabrielle Lachance qui nous demande, pouvez-vous donner des exemples de tactiques first-party data à explorer? Je pense que Cyril en a parlé un petit peu par rapport à tout ce qui est contenu concours, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lancer. C'est clair, contenu concours, e-commerce, tout ça, c'est... Ouais, exactement, c'est quand même des bonnes tactiques. Ensuite, si on veut du tangible vraiment à 100%, encore une fois, je pense que la vente directe ou la relation la plus directe possible avec un échange transactionnel ou pas transactionnel d'ailleurs, c'est quand même ce qui reste du first party, ce qui est le plus puissant en first party aujourd'hui, selon moi, et qui en même temps peut apporter beaucoup d'insights, tant sur le consommateur que sur les tactiques médias à mettre en place. Je pense que c'est important de le faire maintenant, là, on l'a dit, là, mais de collecter le plus de first party que vous êtes capable pour être capable de par la suite créer vraiment des profils spécifiques. Je ne sais pas si Alex veut dire quelque chose. Peut-être par rapport à ça, il y a le contrôle du point de vente qui est un peu la guerre en ce moment. Donc, puis le contrôle du point de vente, mais aussi de garder la personne dans son écosystème. Donc, Amazon le fait bien. Tu as du vidéo, mais aussi tu peux acheter avec la même donnée finalement que tu fournis à ce silo-là. Ben, Facebook va faire la même chose, TikTok, toutes les plateformes où tu passes beaucoup de temps, ils vont vouloir que tu achètes aussi dans le même environnement pour conserver cette donnée-là qui est la plus valable. Tu mentionnais, Arthur, le point de vente ou le point qui confirme la finalité d'un processus. Ben, tout le monde se bat un peu pour avoir ça dans son propre écosystème. Donc, c'est pas terminé, cette guerre-là. On essaie de voir comment est-ce que ça va aboutir. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a une question pour Simon. Simon parlait de fragmentation des sources de données dans ce contexte. Comment contrôler la fréquence et la répétition efficacement? Ça va être difficile. Je regarde Thierry, là, mais parce qu'il en a parlé tantôt de voir la pub de Divocup 10 fois si t'es pas un... Évidemment. Anyway, on va pas rentrer là-dedans. Je ne sais pas si Simon ou... Ah, non, dans le fond, Simon peut pas. Mais je pense que... je pense qu'il y a une question, puis je pense que Arthur t'en parlait tantôt, une question de contextualisation qui est intéressante, une question d'environnement, puis de partnership de façon plus grande qui te permet de contrôler ce côté qualitatif-là de ton impression, puis de venir assumer ta fréquence en disant, moi je commandite un article, puis il y a personne qui va te dire, ah, je suis allé voir 15 fois le même article, puis il y avait 15 fois la même bannière. C'est normal, puis dans l'environnement, tu as une commandite, tu as une permanence. Fait que je pense qu'il y a ça qui aide. Puis après ça, d'un point de vue technologique, c'est sûr qu'il y en a d'autres. On a Simon qui est de retour. Merci. Oui, comme j'ai le micro, effectivement pour la question, ça va être plus compliqué. Je suis tout à fait d'accord avec vous là pour tout ce qui est fréquence puis répétition. Par contre, il faut savoir que dans la solution de Google, donc Fledge, on va pouvoir mettre une fréquence de combien de temps on va collecter cette donnée, cette espèce de groupe de cohortes pour faire du reciblage. Donc on va pouvoir, ils pensent quand même à des technologies pour qu'on puisse quand même toujours gérer une fréquence et une répétition de manière efficace. Je travaille avec Clément, donc Clément, je te retourne la question pour notre prochain meeting. Il y a une question de Trépanier. Est-ce que les médias canadiens vont mieux survivre après la disparition de cookies tiers? Moi, personnellement, je dirais que non. Je pense que c'est global pour tout le monde, mais je laisse
les confrères répondent. Je pense qu'on est Euh, on est un peu déjà comme behind, on est un peu en arrière de qu'est-ce que l'US a déjà comme ouais. entamé, là. Fait que, Ben, ce qui est compliqué dans ça, c'est d'avoir une unification des efforts. Tu bats ouais, contre des géants qui sont plus grands que la somme d'une industrie, si tu regardes le Québec, là. Fait que, pour avoir une chance de s'en sortir, ça prendrait de la collaboration un peu plus. Donc, effectivement. on essaie du côté agence de travailler avec les partenaires médias autant qu'on peut, mais il y a un bout de chemin qu'on ne peut pas faire malheureusement. Donc, un exemple de ça, c'est en web télé, il n'y a pas vraiment un identifiant qui existe, mais il y a un consortium qui essaie de développer quelque chose pour unifier un peu la donnée, pour permettre aux agences et aux clients d'acheter sur la même base qu'on est habitué en programmatique, mais ça demande un peu l'adoption des partenaires carrément, à embarquer, à partager la donnée. Puis on ne peut pas le faire pour eux malheureusement, mais on espère que ça va, pour la défense des médias canadiens, donc ça serait important qu'il y ait un mouvement dans l'industrie. Oui. Et moi, je voudrais apporter un élément là-dessus, parce que si on revient un peu à l'essentiel, puis aux opportunités que je pense qui vont revenir pour les annonceurs du contextuel, les médias canadiens qui vont survivre et probablement même prospérer sont ceux qui vont mettre énormément d'efforts pour créer du contenu de qualité. Définitivement. Et si tu as du contenu de qualité, tu as de l'audience, puis si tu as de l'audience, tu auras des annonceurs. Je réinvente pas la roue avec ça, puis je pense que c'est la réalité et au final, c'est probablement un électrochoc pour les médias canadiens, mais ça va permettre de recentrer les priorités qui vont arrêter probablement de faire le plus d'argent possible le plus rapidement, tout le monde fait ça, mais quand même, et à vraiment essayer de remettre de la qualité à tous les niveaux pour qu'il y ait du contenu qui attire des audiences et pour qu'au final, ça attire des annonceurs. Donc, je pense que un peu comme dans toutes les business, les compagnies qui font les meilleurs produits, en l'occurrence pour les médias, les compagnies qui font les meilleurs contenus, vont survivre et même prospérer. Puis ceux aussi qui ont déjà bâti leur first party, c'est sûr que c'est comme les gagnants là-dedans. Là. L'enjeu, je pense que moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les petits médias locaux, des médias régionaux, des médias communautaires, qui n'ont pas l'infrastructure numérique de proposer des partenariats à long terme, de créer des audiences et tout, qui vont peut-être souffrir, puis qui recevaient quand même une part. Je sais que chez nous, chez nous, pas mal dans l'industrie en général maintenant avec l'IMI, là, mais on essaie vraiment de maximiser l'investissement dans tous ces médias-là. Puis il y a une part de l'investissement qui passe par des audiences, qui passe par l'exchange, qui passe par des private marketplaces. Tout ce volet-là, quand tu enlèves la donnée, c'est un peu comme si tu shoot free for all un peu dans n'importe quel environnement. Puis comme je disais tantôt, je pense qu'il y a un volet de partenariat plus grand. Puis ça, c'est les grands joueurs locaux qui vont les avoir versus les petits joueurs régionaux qui vont peut-être en souffrir. Les petits joueurs peuvent aussi faire plus de contenu, avoir une approche. Il va y avoir des façons peut-être... Ils peuvent collaborer entre eux aussi. C'est ça. Oui, c'est ça, exact. Je ne sais pas si on a d'autres questions là, dans le feed, non. Je ne sais pas si on va attendre... Moi, j'en ai une. Toi, t'en as une, OK? Moi, je me demande pour un petit... En fait, avez-vous un conseil pour un petit annonceur? Il y a une équipe restreinte, on pense à Danone qui est quand même un large spectre, une équipe, mais quelqu'un qui nous écoute là, puis qui se dit OK, moi, j'apprends ou je réalise aujourd'hui la réalité, là, qui se dit OK, mais c'est quoi ma priorité? Les 6 prochains mois, là, j'investis dans quoi? J'ai eu beaucoup de réponses de Simon, mais je me mets dans la tête de quelqu'un qui est peut-être un peu plus initié. Comment il commence par quoi? Là? Donc, peut-être pas des experts en médias, mais quelqu'un qui s'ouvre à la fin des cours. Pour une PME qui se dit « Oh, tout ça va se passer. J'en entendais parler, mais là, je me rends compte qu'il faut vraiment que je m'y mette. Je commence par... Je suis une PME. Moi, je dirais... mon agence média, moi, j'en reviendrais aussi aux adresses courriels, là, de commencer à voir la base. Là. On travaille avec quoi? Il y a combien de... Comment je peux bâtir ma base de données un petit peu plus solide pour être capable de me préparer par rapport à ça. Après, il y a aussi des opportunités de regarder le marketing plus général, comme Arthur le mentionnait tantôt, là, back to basics un petit peu. Fait que c'est pas nécessairement négatif non plus tout ce qui va se passer pour une PME. Moi, ça serait ma perspective, là, commencer avec les courriels, voir comment on peut engager la base de données déjà solide ou... Je pense qu'on avait un élément hyper... C'est le même point que tu avais pour les publishers tantôt, mais au final, c'est une question de pertinence.
Quand tu crées de la pertinence, quand tu crées, tu sais, je pense qu'il y a un gros volet d'organique là-dedans, que ce soit social ou SEO. Je pense que le volet organique a Oui, une je suis grande, d'accord. grande importance. Tu sais, je me mets à la place d'une PME puis je me dis j'ai 2000 pièces à mettre demain matin ou 10 000 ou 15 000. Je veux dire, au début, je m'assurerai d'avoir des points organiques qui sont couverts parce que c'est eux Ouais. qui vont te créer une meilleure traction. Puis après ça, où est-ce que tu mets tes dollars publicitaires? Mais encore là, je pense que c'est plus des partenariats. Je pense que c'est plus de créer une valeur. Puis je pense que les publishers vont vouloir ça aussi. Tu sais, on les voit, là, les Ouais. espaces partenaires qui se développent de plus en plus. Créer de la pertinence pour le user, puis venir t'y accoler. Tu sais, faire des études, faire des recherches, donner des recettes, et peu importe, là, mais Dirais-tu ça même passe de mal. peut-être optimiser ton site web pour qu'il soit genre, tu sais, d'un point de vue branding, d'un point de pas UX, là, mais de s'assurer qu'il y a du inbound qui rentre organiquement. Ouais, je pense que les meilleurs cas à succès que nous on voit, c'est des acteurs qui sont tu sais, mobile first, qui sont juste Ouais. bien positionnés, qui répondent à des questions, des reviews. Tu sais, l'écosystème SEO, moi ce que je vois, c'est que je sais pas de votre expérience, là, mais des PME, très souvent, là où il y a le plus de lacunes, c'est d'un point de vue organique et Ouais, infrastructure, c'est parce que vrai. ça coûte cher. Oui. Puis des fois, de dépenser 50 000 pièces pour un site Ouais. web, ben, ça fait mal. Puis- Définitivement. Peut-être que l'avantage d'être petit, une PME, tu as plus de marge de manœuvre pour refaire ton D'agilité, infrastructure, être ouais. mobile first, avoir vraiment la meilleure façon d'attirer le bon trafic vers toi, finalement. Ouais. Ouais, après, ça dépend vachement de où tu en es dans ta PME aussi. C'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu es en mode recrutement? Est-ce que tu es en fidélisation? Est-ce que tu essaies de bâtir de la Ouais. pénétration ou de la fréquence? Et Ouais. tu sais, je reviens un peu à ce que tu disais. Pour le coup, si tu es une PME, aller t'allier avec des acteurs locaux, peut-être un peu plus petits, pour aller créer un contenu qui est plus adapté à ton audience potentielle, ben c'est là où pour moi il y a une opportunité des deux bords, tu vois, où pour le coup, si tu es une PME, un gros joueur du média national va peut-être pas être forcément intéressant pour toi, dépendamment de ton scale, quand un petit acteur local qui peut vraiment te faire un contenu adapté, crafté et du coup relatable pour ton audience en question, bah, c'est hyper intéressant. Définitivement. Il y a d'autres questions de Marc Hamelin. Selon vous, quel est l'avenir des joueurs en programmatique dans ce contexte? C'est pas une question. Ça dépend de quel joueur on parle, là, parce que Ouais. la chaîne programmatique est assez complexe et beaucoup de middlemen aussi. Ça dépend où est-ce qu'on se positionne par rapport à ça, mais si tu es capable d'amener une valeur dans la chaîne, je crois que tu auras toujours une pertinence, peu importe la façon qu'on va activer l'inventaire. Que ce soit avec des données d'audience ou avec des flocks, si tu amènes la valeur dans l'écosystème, je crois que ça va demeurer quand même. Il y a déjà Définitivement. des solutions qui se développent. Tu sais, vous connaissez probablement tous Receptivity qui ne se base pas sur un cookie pour essayer de qualifier ton audience, qualifier tes inventaires et tout. Tu sais, ce genre de données-là là, qui est vraiment centré sur l'utilisation en temps réel de ton appareil. Je pense qu'il y a une place pour ça. De dire, dans le fond, au lieu d'essayer de recibler tout le temps la même personne, puis encore là, tu changes ton paradigme en disant, est-ce que la personne est prête à écouter ça? Est-ce qu'elle est prête à regarder ça? Est-ce qu'elle est prête à cliquer? Puis on va lui livrer dans un environnement qui est qualifié, qui a un contenu qui est bien et tout. Oui, je suis d'accord. Autre question, est-ce qu'il y a une alternative au Privacy Sandbox pour devenir moins dépendant de Google et Facebook dans la gestion de nos données? Un autre ouch, mais Mais il y en a, mais ça dépend du C'est ça. volume, ça dépend de l'attraction de ces solutions-là. Tu sais, UID 2.0, c'est une solution, mais pas encore de volume intéressant pour remplacer. Je vois Simon qui me fait des signaux, merci. Pas encore pas encore le volume pour remplacer totalement les plans médias, ces GAFA-là, malheureusement. Mais ça revient à est-ce que les éditeurs vont embarquer pour fournir cette donnée-là pour qu'on ait ces substituts-là intéressants rapidement. je pense que ça revient aussi aux objectifs d'affaires. Tu sais, il y a malheureusement ou heureusement certaines entreprises que, je veux dire, ils voient aussi tout le revenu ou le retour sur investissement sur un Amazon, par exemple, un Amazon DSP, puis eux, ils vont rester dans le walled garden d'Amazon, etc. Là, ça va faire la même chose pour Facebook et Google. Donc, c'est ça. Il y a des alternatives, mais moins grandioses. Je crois qu'on n'a plus de questions. Donc, je peux conclure un petit peu. Là, il y a eu beaucoup d'informations à digérer.
Dans le fond, il va y avoir un part 2 aussi en 2022, donc on a bien hâte. Ça va permettre d'avoir d'autres perspectives aussi. Je pense pour conclure, puis n'hésitez pas là, à ajouter d'autres choses. Là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Dans le fond, je pense un avenir sans coquitière, ça va vraiment nous permettre de revoir, dans le fond, malheureusement et heureusement, nos stratégies numériques, nos stratégies marketing, de faire évoluer vraiment nos infrastructures IT et la mesurabilité en général. Là, on a parlé mesurabilité, rentabilité, etc. Puis je pense aussi ça nous permet d'avoir le dialogue par rapport à tout ça, mais aussi nous permettre d'élargir nos paramètres marketing plus larges, revenir back to basics, un peu... on va trouver d'autres opportunités, on va travailler aussi avec d'autres partenaires, d'autres éditeurs, etc. Là, j'allais plugger le mouvement média d'ici. Donc, ça va nous permettre à travailler avec beaucoup plus de gens. Puis, j'aimerais aussi terminer en disant qu'il va y avoir aussi une formation qui s'en vient bientôt le 8 décembre. Donc, ne manquez pas ça. Ça va être sur la protection des renseignements personnels et publicité en ligne par Élissa Henry et François Jolicoeur. Donc, ne manquez pas ça le 8 décembre prochain. J'aimerais remercier l'A2C, Simon, Dominique, mes confrères ici. Puis c'est ça, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je pense que vous êtes capable d'envoyer des courriels. On va laisser une adresse courriel par la suite. Donc, merci. Merci.